Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la conférence que j'ai donnée au WAC 2021. Alors, c'est une organisation qui permet de faire des pitchs au niveau des différentes technologies et j'ai eu la chance de présenter dans le fond l'évolution de l'Internet du Web 1.0 à la blockchain 3.0. Alors, comme vous le savez, je suis Quentin, je suis conseiller en technologie blockchain et l'animateur de ce podcast, le podcast Cardano français. Donc, si vous êtes intéressé et si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Alors, Dieu créa l'Internet aux alentours de 1985. Et c'était vraiment la première génération du web qui est arrivée 10 ans plus tard, en 1995. Et pour ceux qui se rappellent, à l'époque, il fallait connecter justement votre ordinateur à un modem. Et lorsque vous étiez sur Internet, il fallait choisir entre le réseau téléphonique ou le réseau Internet. À l'époque, tout le monde avait un téléphone fixe à la maison et lorsqu'on était sur Internet, le téléphone fixe était occupé, la ligne était occupée. Et cette première expérience, cette première génération était vraiment unilatérale. Donc, on ne pouvait que consommer de l'information sur le web. Et c'était un petit peu comme justement War Games, ce film des années 80 qui était vraiment la première expérience en termes d'intelligence artificielle et de réseaux avec de réseaux mondiaux et d'intercommunication entre les différents pays. Ce film était vraiment précurseur par rapport justement à l'arrivée de l'Internet. Et l'Internet, justement, on n'avait à l'époque que juste des moteurs de recherche. Donc, c'était vraiment la numérisation de la bibliothèque et les différents moteurs étaient vraiment laids. Le design était vraiment, vraiment pas beau. Mais ça permettait justement de consommer de l'information, encore une fois, du confort de sa maison, de son chez-soi. On pouvait juste aller faire des recherches, consommer l'information. Donc, c'était vraiment statique comme expérience de l'Internet. Par la suite, il y a eu un baby boom, donc le Web 2.0 et la naissance de l'Internet de l'information. Le Web 2.0, ça a été aussi la création de différentes communautés, de l'Internet communautaire. Il y avait des forums, il y avait des endroits où on pouvait communiquer, on pouvait échanger, il y avait des applications comme MSN, Napster, MySpace. Et donc, la communauté sur Internet grossissait parce qu'on pouvait participer. C'était un Internet participatif. Donc, on pouvait justement donner de l'information, partager de l'information, on pouvait donner des news également. Et donc, un peu comme tout le monde était interconnecté et ça a donné justement, ce Web 2.0 a donné justement la naissance à plusieurs success stories. Je suis sûr que vous connaissez des personnes qui sont devenues connues justement parce que ce sont devenus des YouTubers, parce qu'ils ont eu un gros following, plusieurs followers dans le fond sur Instagram. Ils écrivaient, ils avaient un intérêt justement pour l'écriture d'articles, donc ils ne sont pas devenus journalistes, ils sont devenus blogueurs. Et ça a changé également notre interaction justement dans plusieurs industries. Le journal n'était plus papier, il est devenu numérique. La musique également, on consommait plus des albums, on commençait des chansons à la pièce. Le cinéma, justement, on pouvait télécharger des films, on pouvait télécharger du contenu. Donc, ça a changé la façon dont on consommait ces différents médias. Mais actuellement, on est en train de faire une transition tranquillement vers le Web 3.0, ce Web qui sera beaucoup plus analytique, ce Web qui va analyser et s'assurer de nous donner les meilleures informations par rapport à ce que l'on recherche. On va avoir également des applications qui seront beaucoup plus intelligentes et encore une fois, c'est l'Internet de l'argent qui est en train de se créer. Pourquoi? Parce que le consommateur, lui aussi, doit commencer à être rémunéré. Et comment peut-il être rémunéré? C'est justement en ayant une monnaie de l'Internet
qui est en train de se construire et c'est également la naissance de la blockchain, de la première génération de la blockchain. Et cette première génération, sans surprise, bien, c'est Bitcoin. Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est cette nouvelle forme d'argent qui est 100% digitale, qui n'est garantie ni par un gouvernement, ni par une institution ou une organisation. C'est une monnaie qui existe sur Internet et qui nous permet de transférer de la valeur d'une personne à l'autre sans passer par un intermédiaire. Donc, c'est un amalgame de plusieurs technologies comme la cryptographie, comme la décentralisation, le réseau Internet. Donc, c'est cet amalgame de toutes ces technologies-là qui ont permis justement de créer cette première génération de blockchain. Mais sauf comme toute première génération, il y avait différents problèmes à régler. Parce que dans le fond, les transactions, on ne voulait pas juste faire une transaction d'une personne à une autre. Une transaction peut avoir une certaine intelligence, une certaine des termes et des conditions. Et c'est ce qui nous a amené justement à cette deuxième génération Ethereum qui nous a amené justement les contrats intelligents. Ethereum, c'est comme l'arrivée du JavaScript sur le web. Le JavaScript a permis de dynamiser, dans le fond, les pages web et ça a permis de créer des applications et des interfaces web qui nous ont donné une meilleure expérience utilisateur. Avec l'arrivée de Facebook, YouTube, Google, etc., c'était beaucoup plus agréable d'utiliser justement ces pages web-là par rapport au Web 1.0. Et justement, au niveau de la blockchain, avec les contrats intelligents, ben, les contrats intelligents permettent dans le fond de dynamiser, de rajouter des termes et des conditions à un transfert financier. Donc, je dirais qu'une transaction fonctionnerait conditionnellement. Donc, si jamais tu répares ma voiture ou si jamais tu ranges ta chambre, à ce moment-là, ben, la transaction va passer. Seulement, cette deuxième génération également avait ses sources de problèmes. Et les problèmes, c'était des problèmes de performance, des problèmes d'expérience de développement utilisateur, donc pour les développeurs, et un problème également de gouvernance. Ces différents problèmes-là, une fois qu'ils seront résolus, vont amener justement une troisième génération de blockchain qui va nous permettre d'arriver et d'être intégrés au Web 3.0. Une fois qu'on aura réglé le problème de performance, le problème d'interopérabilité et le problème d'entretien et d'évolution de ces différents blockchains de troisième génération, eh bien, ça va amener une plus grande adoption de cette technologie blockchain, de cette blockchain de troisième génération. Et évidemment, on ne veut pas que ces solutions soient prises à la légère. On veut justement que ces solutions soient évaluées par les pairs, donc par des personnes qui s'y connaissent, afin que justement on soit sûr d'aller dans la bonne direction. Parce que je ne veux pas proposer une solution puis aller la valider auprès de ma mère ou de ma petite amie. Je veux valider cette solution par rapport à justement, si c'est une solution en cryptographie, ben je veux que ce soit validé par des personnes qui ont un background en sécurité informatique et qui ont justement une expérience en cryptographie. De la même manière que je veux que le code, la fiabilité au niveau du code soit très élevée. Je ne veux pas une solution qui soit empirique et qui fonctionne par essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Parce que si de l'argent doit voyager au niveau du Web 3.0, eh bien, je ne veux pas qu'un pirate soit en mesure d'intercepter une transaction et ramener, dans le fond, les différentes transactions dans son portefeuille à lui. Donc, c'est pour ça que c'est très important de mettre une grosse emphase au niveau de la qualité du code. Donc, je le disais, la performance est un des premiers problèmes qu'il faut adresser pour les blockchains de troisième génération. Et la performance, ce n'est pas juste le nombre de transactions par seconde, parce qu'on peut avoir énormément de transactions par seconde, mais il ne faut pas qu'il y ait une congestion au niveau du réseau. Donc, on veut s'assurer que le réseau continue à bien fonctionner, même s'il y a beaucoup de transactions sur les réseaux. Également, la performance est aussi au niveau des données. Donc, on veut être en mesure de pas juste gérer les micro-transactions, mais on veut également gérer des plus grosses transactions, comme par exemple des transactions médicales. Si votre dossier médical doit passer d'une personne à l'autre, on veut que cette transaction passe aussi rapidement qu'une mini-transaction pour payer un café.
C'est une expérience qu'on a également au niveau du téléchargement. Donc, lorsqu'on télécharge du contenu qui est très populaire, il va être téléchargé beaucoup plus rapidement que du contenu qui est moins populaire. Mais dans tous les cas, au niveau de la blockchain, la performance est importante. Donc, que ce soit quelque chose de populaire, que ce soit quelque chose de volumineux, on veut que les transactions passent rapidement, on veut être en mesure d'en faire énormément et on veut être en mesure de ne pas congestionner le réseau. La deuxième problématique est une problématique d'interopérabilité. Donc, actuellement, on a deux mondes. On a le monde traditionnel et le monde des cryptos. Dans le monde des cryptos, chacune des blockchains ne sont pas en mesure de communiquer facilement les unes avec les autres. Elles sont en mesure de communiquer via un tiers parti qui va être un exchange. Mais, dans le fond, au niveau de l'interopérabilité, il est important que chacune des blockchains soit en mesure de communiquer les unes avec les autres et de se transmettre des informations sans passer évidemment par un tiers de confiance. Mais ce n'est pas tout. Il faut que cette interopérabilité fonctionne également avec le monde traditionnel. Donc, qu'on soit en mesure justement de communiquer nos informations financières à des institutions financières, communiquer des informations au niveau de notre identité numérique à différents au gouvernement, au gouvernement, au système médical et à d'autres entreprises dans le fond. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut avoir une interopérabilité entre les différentes blockchains, mais une interopérabilité entre les deux mondes, le monde des crypto-monnaies et le monde traditionnel. Également au niveau de l'entretien et l'évolution. Donc, la blockchain, c'est un petit peu comme le web. Ce n'est pas contrôlé nécessairement par une organisation ou un pays. Donc, il faut avoir un système, des moyens pour pouvoir entretenir et faire évoluer justement cette technologie pour qu'il y ait une prospérité au niveau du web 3.0. C'est pour ça que pour l'entretien et l'évolution, il faut avoir différents systèmes. Il faut avoir un système de trésorerie pour pouvoir financer différents projets. Mais ces projets-là, il faut avoir un système pour qu'on ait des propositions, donc un système qui accepte les propositions de projets, que ce soit des projets en développement, en recherche et développement, en marketing, en développement d'applications ou tout simplement en entretien du système actuel. Donc, il faut avoir un moyen de soumettre différents projets. Il faut également avoir un moyen de voter parce que les différents projets sont intéressants, on veut les financer, mais il faut avoir un système de vote qui va permettre justement à la communauté ou ceux qui sont intéressés de pouvoir voter et que ce vote soit décentralisé. Alors, l'évolution de l'Internet, eh bien, c'est sûr que ça va se faire. Et on peut être un sceptique comme justement cet économiste qui pensait que l'Internet allait disparaître en 2005 et qu'il n'y aurait pas un gros impact dans nos vies, ou alors on peut être un visionnaire dans le fond comme Steve Jobs et savoir que dans le fond, il est temps d'intégrer cette technologie-là, d'intégrer ce changement parce que l'évolution est en marche et ça ne va pas s'arrêter à une troisième génération de blockchain. Il va y avoir d'autres générations également. Mais pour ça, il faut s'assurer justement que le besoin utilisateur soit répondu. Et le web, c'est vraiment focusé sur le besoin utilisateur, avec des applications comme YouTube, comme Google, comme Facebook et toutes les autres. On s'assure que l'utilisateur ait une expérience agréable avant justement d'intégrer différentes technologies. Et c'est là que la blockchain de troisième génération, là, en répondant à ces différents problèmes, sont en mesure de cadrer, de s'intégrer justement à cette troisième évolution du web qui arrive. Et comme je le disais dans d'autres conférences, et comme je le dis comme dans d'autres conférences, ce n'est pas les organisations qui vont intégrer ce changement-là. Ce sont les personnes qui vont prendre connaissance de ces différentes technologies, de la technologie blockchain, des différents problèmes, qui vont contribuer à résoudre ces problèmes-là et les intégrer justement dans les compagnies et dans les différentes entreprises et les produits qui vont être disponibles sur le web. Alors voilà, ça fait le tour pour moi pour cette présentation, cette conférence sur l'évolution de l'Internet du Web 1.0 à la blockchain 3.0. N'hésitez pas à smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez encore une fois cet épisode avec le plus de monde possible. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast. Peace.